Bien le bonjour les cinéphiles, nous revoilà pour une confrontation originale remake assez particulière. Aujourd'hui nous nous attaquons à deux pays au cinéma assez éloignés puisqu'il s'agit de l'Allemagne et de l'Espagne. Pour ce qui est de nos amis teutons, je vous invite à voir la vidéo de Camille, et quant aux résidents de la péninsule ibérique, le mystère reste entier. Alors oui, je sais, on avait déjà parlé d'Almodovar dans une autre vidéo de cette rubrique, mais aujourd'hui on s'attaque à un autre réalisateur. Dans le coin rouge, accusant 75 kg à la pesée, l'ennemi juré de Klaus Kinski, Werner Herzog. Dans le coin opposé, accusant 45 films à son actif, le représentant de la post-mémoire espagnole, Carlos Saura. Après Mayweather vs McGregor, voici Werner Herzog contre Carlos Saura. Mais avant que l'affrontement commence, revenons plus en détail sur ses réalisateurs ainsi que sur les films dont il est question aujourd'hui. S'il y a bien un cinéaste, parmi tant d'autres, que je vénère pour son audace et son talent, c'est bel et bien Werner Herzog. Comme vous pouvez le deviner par rapport à son nom, notre ami vient d'Allemagne, et de Munich plus précisément. Alors oui, sa carrière est tellement dense que je ne pourrais vous la résumer en une seule vidéo, mais retenez surtout que notre ami fait partie du nouveau cinéma allemand. Donc pour les retardataires qui n'auraient toujours pas vu la vidéo de Camille, voici un petit retour en arrière. Comme vous le savez ou non, le cinéma européen, même mondial, a connu un changement énorme après la Deuxième Guerre mondiale. Les Italiens se sont tournés vers le néo-réalisme pour pouvoir filmer les conséquences de cette guerre sur leur beau pays. Les Américains, eux, ont laissé place à une nouvelle génération de cinéastes indépendants avec leur nouvelle Hollywood, et la France a fait part belle à la fameuse nouvelle vague qu'on nous sert à tout bout de champ. Mais tous ces mouvements sont en fait liés entre eux puisque le néo-réalisme italien a influencé la nouvelle vague et qui elle-même a influencé le nouvel Hollywood ainsi que le nouveau cinéma allemand. Les cinéastes quittent les studios, abandonnent le cinéma de divertissement et proposent de l'humain, du vrai, du social. Du cinéma d'auteur quoi. Puis bon, quand on voit les cinéastes que ça a fait sortir, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder et notre cher Herzog. Mais Werner est surtout connu pour sa collaboration tumultueuse avec Klaus Kinski, mais également avec ses thématiques. Il parle surtout de fantasmes, de rêves inatteignables et aime les tournages compliqués. Surnommé par certains le cinéaste de l'impossible, ses tournages sont de réelles expéditions périlleuses mais qui servent tellement d'excellents films. Mais après 2 longs métrages et plusieurs courts, notre ami bavarois décide en 1972 de réaliser Aguirre, la colère de Dieu, une adaptation de la fameuse expédition espagnole vers l'Eldorado, mandatée par le conquistador Gonzalo Pizarro, commandée par Pedro de Ursúa et secondée par l'illuminé Lope de Aguirre. Puisque nous parlons d'espagnol, passons directement à notre comparse ibérique. Carlos Saura est né en 1932, soit 4 ans avant la fameuse guerre civile espagnole, et ce conflit marquera sa personnalité ainsi que son œuvre. C'est sûr que quand on veut commencer une carrière de cinéaste sous Franco, comment dire, un poco complicado. Mais malgré tout, l'avenir de Saura se dessine petit à petit. Son œuvre connaît un fort succès dans les années 70 où ses films s'orientent plutôt vers le social avec un message politique très appuyé. Ceci lui offre une renommée internationale avec notamment un ours d'or à Berlin pour La Chasse, des nominations à Cannes, au César et aux Oscars. Après la dictature franquiste, Carlos Saura travaille plutôt sur la danse et la musique, ce qui ouvre un autre pan de sa filmographie. Il se tourne donc vers des films de ballet ou musicaux parmi lesquels Noces de sang, Carmen ou encore L'amour sorcier. Cette dynamique continuera dans les années 90 et 2000 avec le très festif Ay Carmela. Mis à part la période franquiste, nous pouvons relever 2 autres sources d'inspiration qui serviront de locomotive pour l'ensemble de son œuvre. Tout d'abord, le néo-réalisme italien a été une réelle révélation pour le réalisateur. Parce que oui, il faut savoir qu'à partir de 1939, on ne pouvait pas voir ce qu'on voulait en Espagne, il a fallu attendre quasiment les années 50 pour voir quelques films néo-réalistes projetés à Madrid. Et c'est une réelle révélation pour Carlos Saura, qui veut transposer ce mouvement en Espagne, et ce sera le cas quelques années plus tard avec le néréalisme. Les conversations de Salamanca, rien à voir avec Hector, de 1955, marqueront également Saura sur sa vision du cinéma espagnol, ainsi que ses souhaits de changer la situation. En effet, des réalisateurs espagnols comme Bardem ou Berlanga s'étaient réunis pour parler du cinéma national qui malheureusement était à la dérive depuis Franco. Les problèmes ? Trop de propagande et impossibilité de filmer du réel. Bardem en fera même un constat alarmant. Après 60 ans d'existence, le cinéma espagnol est politiquement inefficace, socialement faux, intellectuellement infime, esthétiquement nul et industriellement rachitique. Ça fait mal quand même. Mais comment parler de Saura sans évoquer sa rencontre en 1957 avec Luis Buñuel? Alors oui, ce dernier n'a pas vécu en Espagne pendant le franquisme, mais a commencé à lancer dans sa filmographie le message de la réalité espagnole avec un langage allégorique inspiré par des motifs surréalistes. Ainsi, par des images, on transmet des idées abstraites et c'est l'image allégorique qui nous fait réfléchir sur le franquisme. La démarche de Buñuel influencera donc Saura, qui se servira des images et non des dialogues pour véhiculer son point de vue politique, jusqu'en 1975 et la mort de Franco. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui est un peu en dehors de la démarche et de l'œuvre de Saura. En 1988, il décide lui aussi de s'attaquer à ce fameux Eldorado en réalisant un film éponyme. Il reprend les événements du film d'Herzog, mais là où Aguirre était très libre dans l'adaptation,
Sora veut être minutieux et gargantuesque. Chronologie respectée, véracité des noms, véracité des faits et gestes des membres de l'expédition, tournage en décor naturel, 600 figurants, vêtements, armures et habitats imités à l'identique, plus d'1 milliard de pesetas de budget, un record pour l'époque. Bref, vous l'aurez compris, Sora met les petits plats dans les grands. Mais est-ce que les moyens garantissent forcément un bon film? C'est ce que nous allons voir maintenant. Les deux films sont déjà très différents dans leur approche. Un budget misérable pour Herzog, dans les 300 000 $, une montagne de pesetas pour Sora, 15 personnages à tout casser pour Aguirre, l'équivalent de la Chine et de l'Inde réunis pour Eldorado. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Et ces deux éléments-là, à eux seuls, montrent le fossé qu'il y a entre les deux œuvres et leurs ambiances respectives. Sora a voulu faire une fable épique, minutieuse et grandiose, mais je trouve que cela tue son propos. Il y a bien trop de personnages trop lourdement armés avec une trop grosse expédition. Par conséquent, il est un peu difficile de croire à leurs difficultés pour manger ou même se battre tout simplement lorsqu'on voit l'armada et les moyens déployés pour leur expédition. Puis même les mecs ont une putain de caravelle et le commandant de l'expédition passe tout le film sur un radeau moisi avec sa femme. Faudra m'expliquer la logique parce que là j'avoue j'ai bugué. Après Sora dit retranscrire avec perfection la situation comme elle s'est passée à l'époque. Mais là, si tu vois que ça ne fonctionne pas ou que ça n'appuie pas ton propos, tu peux peut-être faire une petite pirouette, non? Herzog, quant à lui, a opté pour un équipage beaucoup plus petit, une quinzaine de membres d'équipage, avec un radeau de fortune. Et là, ça marche. L'intimisme permet aux spectateurs de se demander comment les personnages vont réussir à survivre à la situation, ainsi qu'à la nature déchaînée qu'ils ne connaissent pas. Surtout que les difficultés rencontrées par l'équipage font tout simplement écho aux complications qu'a eu l'équipe de tournage. Comme je vous l'ai dit précédemment, Herzog est un spécialiste des tournages compliqués, et Aguirre fut l'un de ses premiers, et de quelle manière? De nombreux techniciens ont failli périr dans des scènes de rapide. Klaus Kinski voulait renvoyer toute l'équipe et même refuser quelques fois de jouer, si bien qu'Herzog l'a menacé avec un flingue. Mais voyez-vous, au-delà du mythe que cela donne au film, il y a tout de même un parallèle intéressant à faire entre la diégèse et la réalité. En effet, par souci de réalisme, Herzog a voulu tourner son film par ordre chronologique pour que l'équipe de tournage ressente la même usure psychologique et physique que les personnages. Et cela se voit parfaitement avec l'état du radeau dont nous avons parlé au début. Quand le film commence, c'est une embarcation de fortune, certes, mais assez complète. Des chiottes, une table, de quoi manger. Cependant, la détresse des personnages et leur usure psychologique avançante, le radeau finit par se dégrader petit à petit et finit en lambeaux. Nous pouvons voir ici une sorte de métaphore de l'état psychologique de l'équipe de tournage ainsi que des personnages, et donc Herzog arrive à concilier réalité et fiction, et ça c'est fort. Mais cette disgrâce que nous devons voir à l'écran n'est pas aidée par la photographie du remake de Sora. Certes, les plans sont beaux, mais cela ne donne pas de sensation de détresse puisque la photographie est trop belle, trop lisse, trop propre. Et ce n'est pas pour montrer le mal en le rendant beau, ici au contraire, l'esthétique n'est pas du tout justifiée. C'est beau pour être beau, mais cela n'accompagne ni le propos, ni la situation des personnages qui doivent être toutes deux suggérées par la mise en scène pour éviter d'en parler avec les dialogues. N'oubliez pas, show don't tell. Et ici Sora fait tout le contraire. La détresse n'est qu'expliquée par des échanges de dialogue et en aucun cas par l'image. Cela sonne donc faux et donne un aspect limite superficiel au tout. De l'autre côté, on a tout compris, nous avons une image brute à la limite du documentaire qui montre à la fois la beauté naturelle et sauvage de l'Amazone et de sa jungle. Tout est gris, poisseux, l'eau est marron et la jungle envahit tout le cadre cinématographique. Celui-ci ne laisse pas respirer les personnages en les cadrant très souvent en plan rapproché ou sans profondeur de champ. Cet enfermement est également appuyé par le son qui ne laisse que très peu de dialogue mais énormément de bruit naturel comme l'eau, les feuillages de la jungle ou les insectes et animaux qui la peuplent. L'absence de musique, mis à part pour le générique de début et de fin, mais également en avant cet environnement hostile, cette impression de lourdeur où le silence est synonyme de danger. Les humains sont donc dépassés par les événements et le cadre dans lequel ils évoluent, qu'il soit spatial ou cinématographique. En témoigne l'invasion des singes sur le radeau à la fin du film. Ces humains avides de pouvoir se sont laissés dépasser par un environnement étranger qu'ils ne peuvent maîtriser. Et l'une des grosses qualités de l'original reste que l'on n'aperçoit à aucun moment les indigènes qui se terrent dans la jungle et attaquent nos chers conquistadors. J'en avais déjà fait un parallèle dans ma première critique sur Derrière la colline où je disais tout le bien que je pensais de ce procédé. Même s'il n'y a rien d'extrêmement imaginatif dans ce procédé, cela permet une peur constante de l'ennemi qui peut attaquer à n'importe quel moment, n'importe où. Cela laisse donc les personnages et les spectateurs sur le qui-vive. Cependant, nous avons un mauvais élève qui prend toutes ces qualités et qui en fait des défauts. Car oui, dans Eldorado, la faune et la flore sont peu présentes, voire même inexistantes, que ce soit visuellement ou même sonorement. L'ambiance sonore n'est que très peu travaillée et les dialogues sont trop nombreux. Ici, c'est tout le contraire de Herzog. On ne nous montre pas la détresse des personnages, on nous l'explique avec des dialogues et c'est vraiment dommage. La musique, quant à elle, tue l'immersion dans le récit, même si à quelques moments, elle est la bienvenue. J'aime notamment les séquences de découverte des corps inanimés de certains soldats, où les travelling rasants au ralenti accompagnés d'une musique lancinante suspendent le récit et montrent pour le coup enfin la peur des personnages. Et quelle erreur d'avoir montré les indigènes. Si tu veux les montrer, il faut que ça ait une réelle importance pour le récit. Prenons par exemple Terrence Malick avec La Ligne Rouge. Lorsqu'il décide de nous montrer enfin les Japonais, c'est pour en faire un parallèle avec les Américains et ainsi rester dans une objectivité totale sans manichéisme.
Pas de méchants ni de gentils, tous sont affamés, terrorisés par l'ennemi et se battent pour survivre. Mais là, ça n'apporte rien. Au début du film, il avait fait le choix de ne pas les montrer. Super, mais peu de temps après, on les voit clairement à l'écran. Ils ne servent à rien pour le récit à part montrer les souhaits d'évangélisation de l'envahisseur et passent plus pour des attardés qu'autre chose. Mais comment finir cette rubrique sans parler des acteurs? Pour le remake, je ne veux pas être méchant, mais il n'y en a pas un pour sauver l'autre, quoi. Déjà, Lambert Wilson, il m'a rien fait, hein, mais putain, qu'est-ce qui sonne faux? En plus, ils ont été obligés de le doubler en espagnol parce qu'il parle pas la langue de Cervantes. Dans ce cas-là, prends un acteur espagnol. Ne me dis pas qu'il n'y a aucun hispanophone qui peut tenir ce rôle. Ça manque de gueule. Et pour ça, je me dois de prendre en exemple Homero Antonucci, qui joue le rôle de notre cher Lope de Aguirre. Bon, le gars a quand même joué pour les Taviani, Angelopoulos ou Rossellini, et je le respecte pour ça, mais il ne colle absolument pas au personnage qu'il doit incarner. L'histoire du film, et même celle avec un grand H, nous vend Aguirre comme un personnage fou, sanguinaire, mégalomane aux tendances félonnes. Cependant, l'acteur paraît trop calme, voire même penaud. Il ne change que très rarement d'expression faciale et reste constamment sur le même registre. De plus, il n'incarne à aucun moment la peur qu'il devrait véhiculer. Mais si je suis si sévère avec lui, c'est tout simplement qu'il rivalise avec un monument, un monstre de l'interprétation, Klaus Kinski. On dit souvent qu'un acteur porte un film, mais Kinski reste l'exemple parfait et sans égal pour ce film. Il a cette gueule cassée et burinée comme on n'en trouve plus aujourd'hui qui te marque indéfiniment. Sa démarche assez désarticulée lui donne également un aspect assez inquiétant et quelque peu monstrueux. Son apparence physique et sa dégaine connotent parfaitement avec sa psychologie et ses actes. Et puis lorsqu'on connaît la personne qui était Klaus Kinski, on se dit qu'il n'y avait que lui qui pouvait interpréter Aguirre car ils sont assez similaires dans leur caractère. Imprévisible, impulsif et violent. Et puis ce regard caméra à la fin... J'en ai encore des frissons. Pour finir, vous l'aurez compris, je préfère largement la version d'Herzog au remake de Sora. Techniquement, Eldorado n'est pas un remake officiel du film de Herzog, mais cette rubrique existe également pour parler de films qui se sont inspirés d'autres longs métrages. Ici surtout, le but était de voir comment deux démarches totalement opposées sur un même thème pouvaient donner deux films à la qualité tant éloignée. Alors oui, je sais, j'ai un peu, voire même beaucoup cassé le remake de Sora, mais je pense tout simplement qu'il s'est égaré avec ce projet. Ces films s'attachant à l'Espagne et aux conséquences du franquisme sur la société sonnent justes et vrais. On sent le vécu et le souhait de changer les choses à la manière du néo-réalisme qui l'a tant influencé. Cependant, pour Eldorado, tout sonne faux et les moyens mis en œuvre ne donnent pas le résultat espéré. Alors oui, la démarche était quand même légitime puisqu'il a voulu retranscrire la conquista espagnole de l'Amérique latine, mais à trop vouloir représenter l'histoire, il y a noyé et son propos et son film. Herzog, quant à lui, s'est totalement réapproprié l'histoire en transformant Aguirre et toute sa clique en conquistadors allemands. Cela justifie notamment la différence de langage, mais donne également une liberté totale au réalisateur, et ça c'est cool. Contrairement à son confrère espagnol, il a décidé d'en donner une version plus fantasmée, libre et surtout plus courte et dense. 1h30 suffisent amplement pour raconter ce qu'il y a à raconter, et Aguirre, la colère de Dieu, passe comme une lettre à la poste. Tandis qu'Eldorado nous endort avec ses 2h30 et des détails oubliables et parfois même inutiles. À trop vouloir retranscrire la réalité, Sora nous donne un film sans saveur et bien trop long, mais ça c'est dommage. Du coup, le verdict est sans appel, jetez-vous sur l'original mais en aucun cas sur le remake. Cependant, je vous invite à visionner le reste de la filmographie de Sora qui regorge de petites pépites très importantes pour le cinéma et surtout pour l'histoire de l'Espagne. En espérant que ça vous ait plu, vive le cinéma, adios!